Nous allons reprendre avec l'intervention du pôle de santé universitaire de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Tout le pôle, ou presque, est venu. Donc il y a Kajajini Siravassalingam, qui est médecin généraliste, Charlotte Bariel, qui est interne en médecine générale, Jean-Marie Nougaret, qui est au coordonnateur et informaticien, et Michel Nougaret, qui est médecin généraliste, et qui vont nous expliquer leur expérience des prescriptions. Nous vous écoutons. On représente le pôle de santé universitaire de Gennevilliers-Villeneuve-la-Garenne. C'est un pôle qui regroupe 69 professionnels de santé, qui se comporte 4 maisons de santé pluriprofessionnelles. Un peu plus proche du micro, s'il vous plaît. Et qui comporte 4 maisons de santé pluriprofessionnelles et 24 médecins généralistes. Donc vous allez voir les deux études. La première a commencé en 2013, enfin le travail a commencé en 2013, la deuxième en 2016. Et là, dans la salle, on a un interne qui envisage de prendre la session de 2019. Et donc on a joué à déprescrire, et ça nous a beaucoup plu, et on a même l'impression que ça nous a appris un peu à prescrire. Bonjour. Alors, en février 2013, la revue Prescrire a publié une liste de 73 médicaments dans la balance bénéfice-risque est défavorable. Et certains de ces médicaments sont encore largement prescrits en soins primaires. Donc, lorsque j'étais interne en médecine générale, les 3 médecins généralistes du cabinet m'ont proposé de réaliser un audit sur la déprescription des médicaments de la liste Prescrire. Donc, les acteurs de l'audit sont 3 médecins généralistes, un remplaçant et des internes. La population cible est représentée par les 4811 patients du cabinet de médecine générale. L'outil était le logiciel métier EO. L'étude s'est déroulée du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2014. Alors, il y a eu un avant. Du 1er octobre 2010 au 31 juillet 2013, j'ai recherché pour chacun des 73 médicaments de la liste Prescrire le nombre de prescriptions et le nombre de patients concernés sur la période. J'ai ensuite exposé les résultats aux médecins du cabinet et nous avons mis en place des stratégies de déprescription pour les 19 médicaments qui avaient été prescrits plus de 5 fois sur la période. Et ensuite, du 1er août 2013 au 31 janvier 2014, soit sur une période de 6 mois, j'ai suivi la déprescription des médicaments. Voilà. Le critère de jugement était le nombre des prescrits après l'intervention. Après l'étude réalisée sur un seul cabinet de médecine générale, nous avons voulu réaliser une étude multicentrique, contrôlée randomisée en clusters, les clusters étant des cabinets de médecine générale, avec période de référence, une étude avant-après. Le critère d'inclusion des cabinets médicaux était d'utiliser le logiciel médical EO et son module de prescription BCB. Les cabinets étaient initialement invités à participer à une étude sur les prescriptions médicamenteuses, incluant un recueil de données sur leur base informatique, sans en connaître d'autres détails, les détails n'étant révélés qu'au groupe intervention après randomisation. 25 médicaments ont été étudiés et ils ont été répartis en 4 catégories. Les médicaments chroniques, les médicaments aigus, les antidépresseurs et les médicaments du rhume. L'intervention a été délivrée de manière standardisée au cabinet du groupe intervention et elle consistait en l'installation d'outils informatiques, une formation de 20 minutes et des relances par mail. À la différence de l'audit de pratique, le recueil de données nous a permis cette fois de suivre les dossiers avec prescription entre la période avant et la période après et de distinguer ainsi les déprescriptions, avoir le médicament sur la période avant et ne pas l'avoir après, les nouvelles prescriptions, ne pas l'avoir avant, l'avoir après, et les renouvellements, avoir le médicament avant et l'avoir après. Le critère de jugement principal était le taux de déprescription de la catégorie médicaments chroniques. Les critères de jugement secondaire étaient les taux de nouvelles prescriptions des 4 catégories, le taux de renouvellement de la catégorie chronique, le taux de déprescription et de renouvellement de la catégorie antidépresseur, et à cela s'ajoute l'évaluation de l'efficacité de l'intervention pour les médicaments pris séparément. L'étude a duré 9 mois, elle a inclus 9 cabinets médicaux et elle a recruté 42 006 patients sur la période avant et 44 798 patients sur la période après.
Alors, pendant mon intervention au cours de l'audit, les différentes stratégies des prescriptions étaient la sensibilisation des médicaments aux effets indésirables des médicaments, des médecins aux effets indésirables des médicaments souvent prescrits et à leurs bénéfices risques par une réunion. J'ai ensuite affiché la liste des 19 médicaments à côté des écrans d'ordinateur. Pour les traitements prescrits en long cours, j'ai mis en place des alarmes à l'ouverture des dossiers et j'ai distribué la liste des patients concernés à chaque médecin. J'ai réalisé des courriers type justificatif pour les correspondants prescripteurs. J'ai créé une fiche information patient pour le rhume et pour le mal de gorge à éventuellement distribuer aux patients après explication de l'effet secondaire du médicament. Et j'ai fait une surveillance régulière des prescriptions et j'ai relancé régulièrement les médecins sur l'importance de cette prescription. Dans l'étude multicentrique, les outils étaient dans l'ensemble les mêmes, à 3 différences près. Les courriers à destination des correspondants n'ont pas mentionné volontairement la revue Prescrire, mais plutôt des articles venant de revues qui ont meilleure presse auprès des spécialistes non médecins généralistes. Le recueil de données a également permis de mesurer le nombre de fiches info-patients et le nombre de courriers utilisés par les médecins. Et les résultats ont été que les médecins en fait, ne se sont pas emparés de ces courriers et ne les ont presque pas utilisés. Enfin, le suivi des médecins a été différent dans la deuxième étude. Ils ont eu des mails de rappel d'encouragement, d'information, mais ils n'ont pas été réunis pendant l'étude et ils n'ont pas reçu de résultats intermédiaires en cours d'étude, comme c'était le cas dans l'audit. Alors, les résultats dans l'audit, parmi les 19 médicaments à déprescrire, 8 médicaments étaient déprescrits à 100%, 6 médicaments étaient déprescrits à plus de 80% et 4 médicaments étaient déprescrits à moins de 80%. Et on note que le kétoprophène gel n'a pas pu être étudié. Dans la deuxième étude, le taux de déprescription des médicaments chroniques, qui était notre critère de jugement principal, a été de 35,81% dans le groupe intervention, contre 30,05% dans le groupe contrôle, avec une différence qui est significative, un petit p à 0,03. Les taux de nouvelle prescription des médicaments chroniques, des médicaments aigus et des médicaments du rhume ont connu une différence significative entre les groupes. Par contre, pour les antidépresseurs, on n'a pas constaté de différence significative sur aucun des taux. L'efficacité de l'intervention, elle a été statistiquement significative pour 11 des 25 médicaments étudiés. Alors, quand on compare l'audit de médecins demandeurs versus l'étude des médecins soumis à la seule intervention, on note que la volonté de déprescrire joue beaucoup sur le fait de déprescrire. Mais c'est plus difficile quand la prescription initiale vient d'un spécialiste autre qu'un médecin généraliste, comme les endocrinologues ou le cardiologue. Et la revue Prescrire leur semble souvent une référence non recevable. Cela a été plus facile avec les psychiatres. Après le succès de l'audit, nous avions voulu en fait tester l'intervention chez des médecins généralistes qui n'étaient pas directement investis dans le protocole. Les résultats sont peut-être moins contrastés que dans la première étude, mais ils sont quand même plutôt positifs. L'étude multicentrique, elle a permis de distinguer les déprescriptions, les nouvelles prescriptions, les renouvellements, ce qui a permis d'affiner les résultats. Et notre démarche de déprescription, elle s'inscrit de la même manière que les démarches de réévaluation et de conciliation médicamenteuse. Elles sont complémentaires. Et donc, pour finir, toute notre démarche est très utile, d'autant plus si on est de plus en plus nombreux à l'utiliser et si on peut travailler en équipe sur la déprescription. Donc on vient de le voir, le système d'information aide à fournir ces résultats. Il peut nous fournir liste des patients concernés et on peut ainsi ajouter des alertes automatiques sur les dossiers. On en a profité suite à cette étude pour demander à notre éditeur de pouvoir avoir des alertes à la nouvelle prescription d'un médicament qu'on aurait pu choisir. Ça permet aussi aux utilisateurs, s'ils le souhaitent, de pouvoir éditer à la volée quand ils veulent le tableau de bord d'évaluation de leur pratique.
Alors tous ces outils, on pourrait le faire manuellement, mais ce serait très long avec des risques d'erreur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un code informatique pour que ce soit reproductible. C'est un peu long à faire au départ, mais ensuite, si on veut le multiplier sur plein d'autres sites, on a pu le vérifier, ça mettait moins de 10 minutes en moyenne, donc ça peut être reproductible à grande échelle une fois que le travail est fait. Donc si on souhaite développer un outil de formation continue sur ce sujet, c'est tout à fait faisable, ça on l'a déjà démontré. Après, ce serait peut-être intéressant de développer une formation sur ce thème en incluant d'autres professions, et particulièrement les pharmaciens. Il faudrait faire ça sur un territoire donné, les médecins d'un coin avec les pharmaciens du même coin, ce serait beaucoup plus simple. Et à terme, il pourrait y avoir d'autres sujets de thèse à venir, par exemple sur les prescriptions au long cours des IPP. Bravo. On va passer la parole à nos amis. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous recevez bien? Oui, oui. Ah, super. Donc, j'aimerais demander si dans la salle ici, il y a des questions pour cette présentation, avant de passer la main de votre côté s'il n'y en a pas. Donc, on va passer de votre côté. Il n'y a pas de questions pour le moment, mais je vais vous faire signe s'il y en a une. D'accord. Alors, de notre côté, des questions? Ah, ah oui. Prescrire. Quelle surprise. Tu n'es pas une référence. Bon, toujours Philippe Schilliger et toujours prescrire. Vous présentez. Alors, ben, bien sûr. Alors, on a bien entendu ce que vous avez dit. On avait été très intéressés parce que tu avais fait la première fois sur la liste des médicaments écartés dans un seul cabinet. Je trouve intéressant l'utilisation de références. Alors, heureusement, certains de nos abonnés arrivent quand même à parler avec les documents prescrire à leurs correspondants, mais on sait très bien parfois que quand on donne, les faits sont têtus, quand on apporte les données, y compris à des gens qui veulent avoir une autorité supérieure, ça marche pas toujours. Donc ça, j'avais quand même envie de vous le dire. C'est pas toujours facile, ça on le sait bien. Par contre, je voudrais relier avec ce qu'a dit notre correspondante au Québec. Quand elle parle avec leurs correspondants, elle ne balance pas des références. C'est plutôt des questions. C'est plutôt pourquoi ce médicament ? Pour quelle utilisation, quel bénéfice? Et je pense que c'est dans une communication personnelle qu'on arrive à discuter. C'est pas en amenant, même si on amène prescrire, donc je vais défendre quand même. Là, ça marche pas. Hein. Et quelques références que ce soit, il me semble que c'est pas efficace par rapport à une discussion interpersonnelle. Non, bien sûr, on faisait un mot circonstancié. Chaque médecin, quand il écrivait, mais ça n'a pas été fait très souvent, faisait un mot circonstancié qui parlait du patient, etc. Et il arrivait qu'on leur donne un petit feuillet pour soutenir notre propos. En groupe de pairs, quand on a fait venir les cardiologues, ça les a quand même beaucoup fait bouger. Surtout qu'en réunion de groupe de pairs, les internes sortent leur téléphone et cherchent les références pendant les discussions des cas cliniques. Ça les a interpellés quand même. Et donc ça a évolué, quoi. Mais d'une manière générale, quand même, c'est pas très bien reçu, la revue. Enfin, dans notre Nord 92, les autres spécialistes que les généralistes reçoivent pas très bien la revue Prescrire. Et c'est plus simple de leur donner les références princeps, quoi. Est-ce qu'il y a une thèse pour étudier pourquoi c'est mal reçu, prescrire? Oui. Un tout petit élément de réponse. Oui, bien sûr, il y a une thèse de sociologie et d'histoire des sciences qui vient de paraître sur le Mediator. Alors, bien sûr, la réponse, c'est que pour les plus jeunes d'entre vous, Mediator, c'est peut-être pas connu, mais Mediator, il y a un procès qui arrive à la fin de l'année 2019, et donc il y a eu un très beau travail qui a été fait par Solène Lélinger, qui est du département d'histoire des sciences de la faculté de Strasbourg, et qui a interviewé les cardiologues sur le fait que il y avait visiblement une non-reconnaissance des valvulopathies par les cardiologues échographes.
Et donc, c'est vrai que là, les références prescrire ont également été mal reçues par les cardiologues qui ne reconnaissaient pas les valvulopathies médicamenteuses. Et donc voilà, c'est une réponse. Et l'analyse faite, qui est une analyse socio-historique, est une analyse qui montre que argument d'autorité, contestation de sa pratique, le biais de conformité, de conformisme à un groupe sociologique, les cardiologues, qui ne veulent pas être remis en question. Et donc, voilà, il y a tout ça derrière, c'est un peu complexe. C'est pas binaire comme on en veut, on n'en veut pas. C'est une reconnaissance d'un corps professionnel qui est mis en question, qui se sent mis en question, et qui, même quand il a appris qu'il y avait des valvulopathies médicamenteuses, fait encore un diagnostic des valvulopathies rhumatismales, parce que le groupe des cardiologues et des recommandations de la Société savante dit pensez au rhumatisme. Et donc ça évite des remises en question, ça évite beaucoup de choses. On connaît tout ça dans toutes nos pratiques, quelle que soit la spécialité qu'on exerce, médecine générale ou autre, quoi. Voilà un élément de réponse. Oui, moi je suis amené à travailler avec des spécialistes pour les DPC ou à en rencontrer pour d'autres choses. La plupart font partie de sociétés scientifiques. Et quand on essaye de discuter, moi j'avais essayé de discuter avec des rhumatologues du GRIO pour qu'ils interviennent dans le DPC. Expliquez les sigles. Le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose, pardon. Pour qu'ils interviennent dans un développement professionnel continu concernant l'ostéoporose, impossible de s'entendre avec eux. Et c'est pareil aussi avec certains cardiologues. En fait, moi, la raison, je vais la donner, elle est très simple. C'est que ces sociétés sont intégralement financées par l'industrie, que leur travail est financé par l'industrie et que les conflits d'intérêts jouent un rôle majeur. Je crois qu'il y a aussi ce qui a été dit tout à l'heure qui est parfaitement vrai, mais quand même, il ne faut pas mésestimer le rôle des conflits d'intérêts. C'est majeur, hein. Je crois que... Et le problème, c'est que toutes les sociétés de spécialistes sont financées par l'industrie. Alors, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Hein. Voilà. On va redemander à nos amis québécois s'ils ont des questions. Ils se sont signalés, non? Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions ici dans la salle? De part de généralistes, peut-être, qui voudraient se prononcer quant à leur interaction avec des spécialistes ou... Pas pour le moment. Est-ce qu'au Québec, ça vous paraît plus simple? Oui, je crois que vous nous entendez. On entend très bien. Donc, on entend la question à savoir. Les questions dans la salle aussi, vous avez entendu? Oui, on entend tout très bien. D'accord. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Emmanuel Robin, je suis médecin généraliste dans la Vienne, en secteur rural, et maître de stage. Et j'aurais 2 questions. La première question, c'était est-ce que vous vous êtes intéressé au ressenti des internes, puisque j'ai compris que les internes participaient à ces audits, ces enquêtes, et en particulier leur ressenti de voir qu'on pouvait ne pas prescrire. C'est la première. Et la deuxième question, est-ce que vous vous êtes posé la question, alors là, pour le coup, ce sont maîtres de stage, de savoir comment intégrer cette déprescription dans la formation médicale initiale de ces futurs professionnels? Alors, je vais répondre à la première question. En fait, j'ai fait, pour les sensibiliser les internes, j'ai fait une première réunion avec les internes du cabinet. Et quand le changement d'interne a été fait au mois de novembre, j'ai organisé une deuxième réunion pour présenter les différents médicaments à déprescrire, les effets indésirables des médicaments. Et en effet, oui, ils avaient été sensibilisés et ils ont bien joué le jeu. Ils avaient aussi la liste des médicaments à côté toutes les stratégies des prescriptions, en fait. Et ils ont contribué à l'étude. Quant à la formation des internes, nous on a entendu tout à l'heure ce qui a été dit au Canada. Je pense que le plus possible, on essaye d'être dans ces traces-là et que ça fait partie de notre quotidien pour la formation des internes. Alors jouer à déprescrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça nous aide à apprendre à mieux prescrire. J'attends avec impatience le module de conciliation médicamenteuse qui permettra de mieux coordonner les prescriptions.
Mais je pense que tout ça va dans le même sens. Et oui, évidemment, en tant que maître de stage, on est très attentif à essayer d'apprendre à nos internes à prescrire. Mais je crois que pour eux, c'est plus facile parce qu'ils rentrent dans un département de médecine générale où on donne quand même maintenant de bonnes bases d'enseignement. C'est pour nous, les anciens, qui avions eu aucune formation, que c'est plus compliqué d'évoluer, quoi. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par conciliation médicamenteuse? Parce que ça a une connotation très particulière à l'hôpital, oui. Mais en médecine générale, c'est sans doute quelque chose de différent. De toute manière, je pense que ça va revenir un peu au même. Au total, on va avoir un grand tableau avec le nom des médicaments, la posologie et une colonne où on va dire je le diminue, je l'augmente pour telle et telle raison, ou je le prescris pour telle durée. Et ça, il faudrait que ça soit partagé. Et c'est en train d'être mis en œuvre, étudié pour le système Terre e-santé. Et normalement, je pense que d'ici 3 ans, pour nos patients complexes, donc en particulier tous les patients en EHPAD, on aura ça à notre disposition. On saura pourquoi il a eu des anticoagulants. Ou alors, il y aura une case où il y aura écrit « on ne sait toujours pas ». Et on attendra que notre collègue vienne pour le supprimer. Supprimer le collègue? Non. Alors, je dois dire, c'est très bien parce que vous avez une longueur d'avance sur la Haute Autorité de Santé qui certifie les logiciels médicaux. Et donc, vous avez apparemment, vous entrevoyez par exemple peut-être de tracer l'indication du médicament dans le dossier patient. De tracer, alors dans la conciliation, de tracer effectivement, quand vous arrêtez un traitement, d'expliquer pourquoi. Et voilà, il faudrait qu'ils vous écoutent à la HAS. Je ne sais pas s'il y a des... C'est pas moi du tout qui ai fait ça. Hein. C'est Sylvie Legrain, je crois, qui a travaillé à la HAS là-dessus. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal de services de gériatrie. Quand ils nous envoient le compte-rendu, on a exactement ça. On sait où on en est. Moi, dans le nord du 92, on a ça tout le temps. C'est pas tous les services de médecine, mais ça se développe. Et ça va être informatisé dans les systèmes d'information. On est... 30 secondes. Oui, je voulais juste dire que c'est l'équipe Médicis, avec rien que des S, qui s'occupe de cette question au CHU de Lunéville et que nous travaillons avec eux sur cette ordonnance justifiée, explicative, etc., etc. Donc, Lunéville, Pauline Schneider et le docteur Dufay, D-U-F-A-Y.